Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse et pour évoquer ensemble un sujet sensible de l'écosystème footballistique, l'arbitrage vidéo. Alors introduit relativement discrètement, mais plus discuté aujourd'hui que jamais, cristallisant les tensions d'une époque et disant tant de choses de notre sport, les trois grandes lettres de la VAR sont au cœur de bien des débats. Que faut-il en penser ? Alors quelques faits d'abord, et un très bref rappel de l'histoire de la VAR, une technologie imaginée au début de la décennie par la Fédération néerlandaise de football, et brièvement testée pour la première fois en Eredivisie lors de la saison 2012-2013. Sepp Blatter n'est pas favorable à son introduction, mais il sera suspendu en 2015 et son successeur Gianni Infantino, lui, est conquis. L'IFAB, instance chargée de l'évolution des fameuses Laws of the Game, valide l'idée en 2016. On connaît mieux la suite, l'introduction en Bundesliga et en Serie A en 2017, la Coupe du Monde 2018 surtout. Les autres championnats et la C1 embrayent le pas la saison suivante. Aujourd'hui donc, la VAR a été officiellement intégrée aux lois du football, mais son utilisation reste optionnelle. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays, seul le premier échelon y fait usage, pas de VAR en Ligue 2 ou en Championship par exemple. Donc ok pour le point historique, niveau réglementaire ensuite, on connaît bien les 4 cas d'usage. La VAR peut être utilisée pour attribuer ou annuler un but, un penalty, un carton rouge, et pour corriger une erreur d'identité. L'équipe VAR, elle, constituée de plusieurs arbitres, est soit sur site, le fameux camion de la VAR, soit à distance. Dans les deux cas, elle récupère elle-même les images de la rencontre sans que le réalisateur de la chaîne qui diffuse ne joue un rôle d'intermédiaire. C'est un point important, c'est pas le cas au rugby par exemple, et on avait eu une vraie polémique à ce sujet. Et puis enfin au niveau de la prise de décision, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que l'arbitre central reste le juge final et que l'information qui lui est transmise, soit par oreillette, soit via un écran au bord du terrain, reste à titre consultatif. Il prend la décision finale. En revanche, le fait de vérifier ou non une action est toujours à l'initiative de l'équipe VAR. C'est pas l'arbitre central qui décide d'utiliser la VAR ou non, et c'est au cœur de certaines frustrations. On arrive donc à ce qui nous intéresse, à savoir les problèmes de la VAR. Ils sont nombreux. Alors d'abord, je dirais sans doute que la durée des interventions est trop longue, trop variable et parfois inexplicable. Particulièrement sur les hors-jeux où en tant que téléspectateur, on a souvent accès à un ralenti qui prouve le hors-jeu ou l'absence de hors-jeu, mais on doit parfois attendre 1-2 minutes supplémentaires pour que ça se traduise en une décision prise sur le terrain. C'est un vrai temps mort qui porte la marque de l'absurde. On va dédier par exemple quelques secondes de plus à tracer en direct le révélateur, alors que la situation est évidente, et c'est agaçant. On peut aussi inclure dans cette catégorie les moments où l'écran de bord de terrain est consulté, mais personnellement je trouve ça un peu moins problématique, sans doute parce que c'est des situations qui sont moins évidentes à trancher, et le fait également de voir l'arbitre se déplacer, de le voir consulter l'action, voir sa réaction, ça introduit un petit peu de transparence qui manque cruellement d'habitude, et voilà, c'est des moments que je trouve moins morts, un peu plus intéressants. Deuxième problème fondamental ensuite, on vient de parler de leur durée, mais la nature des interventions est trop variable aussi. En gros, c'est la question, pourquoi avoir utilisé la VAR ici et pas là ? On sait bien sûr que le foot est pas un sport noir et blanc, que le rôle des arbitres, c'est aussi et surtout celui d'un interprète, mais comment est-ce qu'on estime que cette main ou ce tacle ne mérite même pas d'être vu ? Le troisième problème majeur ensuite, c'est évidemment que le cadre temporel d'intervention n'est pas clair et pas clair du tout, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut faire remonter une action, jusqu'où est-ce que la VAR est dans son droit. Un article du Monde dans les coulisses de l'arbitrage vidéo nous apprend, entre guillemets, qu'il est possible d'aller jusqu'au début de la phase offensive, même si parfois c'est limite, concède l'arbitre vidéo Sébastien Moreira. Avec une équipe comme Barcelone où l'action peut commencer 5 minutes avant, quand est-ce qu'on prend le début de l'action ? Ça fait partie du bon sens. Personnellement, je dirais surtout que ça fait partie d'un problème de définition et ça peut avoir des conséquences perverses. On se souvient bien sûr de la poussette d'Idrissa Gueye contre le Real Madrid qui avait été utilisée pour annuler le carton rouge de Thibaut Courtois 10 secondes plus tard. Est-ce que si Paris s'était procuré cette situation après peut-être 30 secondes de possession, on aurait jugé la faute trop éloignée ? Est-ce qu'une équipe va avoir désormais intérêt à temporiser après une intervention litigieuse pour, entre guillemets, faire oublier l'action ? Enfin, le quatrième point majeur, le plus important à mes yeux, sans doute, et sans doute aussi le plus parfaitement intrinsèque à la vidéo telle qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est le problème d'absence d'instantanéité. En reléguant la décision à plus tard, donc lorsque l'action sera conclue, on ouvre effectivement la porte à des actions vides. Et on le voit chaque week-end à travers ces arbitres assistants qui ne lèvent plus leur drapeau, à travers ces buts refusés, ces pénaltys annulés, ces cartons rouges retirés. On est en train de déplacer le temps de l'émotion, et pour un spectateur,
le moment où l'on joue devient moins important finalement que le moment où l'on juge. C'est une idée qui est très claire sur un but par exemple qu'on va célébrer avec retenue si on a vu que l'attaquant est parti peut-être à la limite du hors-jeu, et qui va en revanche nous voir serrer le poing au moment de l'engagement. Alors du coup certains estiment qu'on obtient grâce à la VAR d'autres émotions, comme par exemple le fait de voir un but encaissé être annulé, mais je pense pas qu'on regarde des matchs de foot pour vivre des moments de soulagement, je pense qu'on regarde les matchs de foot pour vivre plutôt des moments d'acmé, des moments de paroxysme. Personnellement, je regarde pas un match de foot en tenant une comptabilité précise de mes émotions, je veux vivre le plaisir définitif d'un but, et en déplaçant ce moment de plaisir, la vidéo l'amoindrit fondamentalement et la vidéo crée le vide. Alors une fois qu'on a dit ça, le reste semble presque mineur, mais il y a d'autres problèmes aussi. On peut citer l'absurdité de juger un hors-jeu à quelques centimètres avec des caméras qui filment en 24 images par seconde, on va y revenir. L'augmentation significative du nombre de pénaltys qui proviennent d'actions anodines aussi, et puis la fragmentation du temps de jeu. Quand on voit que certaines ligues commencent déjà à réfléchir à la monétisation de la VAR ou à des pubs spéciales VAR, on vit peut-être les derniers moments d'un football fluide, sans coupure. Enfin, on peut évoquer dans une certaine mesure la création d'un foot à plusieurs vitesses où les échelons inférieurs des ligues qui ne sont pas équipées de la VAR ne sont pourtant pas épargnés par une exigence de justice croissante. Donc une fois qu'on a dit tout ça, quelle solution? Et alors même si personnellement je serais pas entièrement défavorable à un retrait complet de la VAR, au vu de la direction qu'on prend, c'est pas une proposition réaliste et il va falloir plutôt essayer de corriger le tir. Alors dans ce cadre, l'idée qui revient souvent, la première idée qui revient souvent, c'est celle de donner aux entraîneurs des challenges VAR. Comme au tennis, je pense que vous connaissez un petit peu le concept, qu'ils pourraient mobiliser eux-mêmes pour demander un appel à l'arbitrage vidéo, mais je suis pas certain que ce soit la bonne solution. Bon, il y a des raisons philosophiques, il y a aussi des raisons plus pragmatiques, qui sont simplement que le foot est beaucoup moins binaire que le tennis, et qu'un appel vidéo suffira pas à trancher, il y aura encore beaucoup de débats, mais le point que je veux retenir essentiellement pour cette vidéo et là-dessus, c'est que ça va nécessairement donner lieu à un suréquipement des bandes touches. On va voir des postes de retransmission, des adjoints VAR qui seront chargés de communiquer à l'entraîneur principal si oui ou non il faut faire appel à la VAR. Les coachs, naturellement, eux, voudront faire plein usage de leur challenge, parfois peut-être même à des fins stratégiques, détournées. Et bref, je pense qu'on aura un problème qui sera réglé qu'à moitié, même pas totalement, et pourtant on aura aussi en parallèle une énorme inflation du temps de VAR effectif sur la pelouse, mais peut-être même aussi dans les médias, où on va se demander si tel entraîneur aurait dû mobiliser son droit à la VAR à tel moment, ou le conserver pour une autre situation. J'ai pas envie qu'on entende plus parler de la VAR, je pense que c'est un outil qui doit être invisible plus que visible. Alors je suis un peu plus partagé en revanche au sujet de la zone de tolérance en cas de hors-jeu, c'est une idée qui notamment a été défendue par l'IFAB avant que l'IFAB fasse machine arrière il y a quelques semaines. C'est pas une solution inintéressante, parce qu'on a souvent tendance à considérer que le hors-jeu c'est quelque chose de strictement binaire, on est hors-jeu ou on ne l'est pas, être hors-jeu d'un millimètre c'est être hors-jeu, mais en réalité c'est pas le cas du tout, ça a été très bien documenté récemment, mais en gros avec des caméras qui filment 24 images par seconde, la marge d'erreur est d'environ 30 cm. Donc théoriquement je serais peut-être favorable à l'instauration d'une zone de tolérance, mais elle résout pas non plus le problème fondamental de la VAR, l'absence d'instantanéité. Car rétablir l'instantanéité, qui est au cœur de notre amour du football, c'est l'objectif principal. Et donc la première solution, pour moi, et si on n'abandonne pas totalement l'arbitrage vidéo, c'est au moins de procéder à un équipement technologique adapté. Au lieu d'essayer de trancher les hors-jeux par exemple sur des caméras qui sont aujourd'hui parfaitement inadéquates, on fait bien les choses et on se munit de 2 capteurs 120 images par seconde. On en met 2 sur chaque longueur de terrain et elles sont programmées pour suivre automatiquement le ballon et l'avant-dernier défenseur. Surtout, elles sont capables, grâce à une solution numérique par exemple, de révéler instantanément le hors-jeu, qui est ensuite transmis à l'arbitre assistant qui peut lever instantanément aussi en temps réel son drapeau, et on s'épargne ainsi toutes les actions vides relatives au hors-jeu, on s'épargne les longues minutes de vérification, et avec 120 images par seconde, la marge d'erreur, elle devient presque nulle. Deuxième chose, et une des plus importantes, c'est évidemment la clarification de certaines règles. Alors on n'est pas immédiatement dans la VAR, mais ça va permettre d'en parler beaucoup moins. Il y a eu des tentatives qui ont été faites sur la main, mais je pense qu'on peut faire bien mieux. Je pense aussi, troisième point, qu'on a besoin de beaucoup plus de transparence, que ce soit équiper les arbitres d'un micro, que ce soit les autoriser à communiquer dans la presse, de manière générale, avoir plus d'informations sur les règles, le fonctionnement spécifique et technique. Le but, c'est pas que les arbitres doivent dès lors systématiquement rendre des comptes, mais simplement de leur permettre d'être plus pédagogues. Je crois que le désamour que beaucoup ressentent pour la fonction arbitrale vient justement du mutisme qui leur est imposé, et dans bien des cas, on serait d'accord avec leur raisonnement, si seulement on pouvait l'entendre.
Enfin, si on estime que toutes ces solutions ont pour but final de continuer à aimer le football, le dernier point, c'est sûrement de se concentrer tout simplement sur autre chose. Quand on cesse d'accorder autant d'importance aux polémiques arbitrales, quand on cesse d'écouter ceux qui ont fait de l'arbitrage leur sujet favori, quand on met aussi de côté sa propre mauvaise foi, parfois, on redécouvre le foot qu'on aime, on retrouve le charme du terrain et les subtilités du jeu. Donc en synthèse, les problèmes majeurs de la VAR sont nombreux. La durée des interventions trop longue, la nature des interventions trop variable, pourquoi faire appel à la VAR ici et pas là, le cadre temporel des interventions pas clair, jusqu'où est-ce qu'on peut faire remonter une action, surtout, la VAR nous prive de l'instantanéité émotionnelle et le moment où l'on juge devient plus important que le moment où l'on joue. À mes yeux, l'idée de challenge détenue par les entraîneurs fragmenterait encore davantage le temps de jeu et ne changerait rien en fait que l'arbitre en dernier lieu interprète. L'idée d'une zone de tolérance en cas de hors-jeu est plus intéressante, mais elle ne résout pas la question de l'absence d'instantanéité, et la vidéo continuerait à créer des actions vides. Pour permettre à la fois un jugement en temps réel et une quasi-disparition de la marge d'erreur, je pense que l'équipement technologique via des caméras adaptées pourrait régler la question du hors-jeu d'abord. Deuxième solution, et sans prétendre à la binarité, certaines lois du football doivent être précisées. Plus de transparence sur le terrain et en dehors faciliterait également la vie des arbitres et notre perception de la difficulté de leur tâche. Enfin, idée de la responsabilité de chacun de ne pas se laisser absorber par les éternelles polémiques. Le football vaut mieux que ça. En tout cas voilà les amis, c'est la fin donc de cette analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. On sera sans doute pas d'accord sur tout et c'est pas grave, c'est normal même, mais si vous avez passé tout de même 10 minutes, on va dire au moins relativement intéressantes, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup. De notre côté maintenant on se retrouve donc dès samedi matin pour le 4e épisode de retour. Je vous dévoile pas encore la sélection qu'on analysera mais j'en parlerai demain sur Twitter si ça vous intéresse. Et puis voilà, si vous voulez pas rater ça, si vous voulez pas rater toutes les vidéos qui suivront et que c'est pas encore le cas, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours très plaisir et vous serez bien accueillis, promis. Alors d'ici là comme d'habitude, passez bien sûr une excellente soirée, une très bonne journée et prenez soin de vous surtout. On se dit à très vite, bisous.